À partir de février 1997, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, une série de crimes atroces touche des employés de fast-food. Ces crimes gratuits et semblant totalement aléatoires provoquent très vite une véritable psychose dans tout l'État. Mais qui se cachait donc derrière ces événements tragiques? La police va devoir agir vite pour découvrir la vérité. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante mais vraie du tueur en série, Paul Dennis Reed, aussi surnommé The Fast Food Killer, ou le tueur des fast-food en français. Mais sans plus tarder, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais qui est donc ce tueur des fast-food? Paul Dennis Reed est né le 12 novembre 1957 dans la ville de Richland Hills, dans la banlieue de Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Il est le cadet des 3 enfants du couple formé de Joséphine et de Paul Reed Sr. La famille Reed était une famille normale de la middle class américaine. Paul Senior travaillait dans une société de détectives privés, mandatée par des assurances. Sa mère, Joséphine, quant à elle, était mère au foyer. Pour le petit Paul, tout semblait débuter pour le mieux, mais en réalité, ce n'était pas vraiment le cas. En effet, à sa naissance, Paul présentait une légère déformation à l'oreille gauche, qui a conduit, dès sa naissance, à une perte auditive. Bien plus tard, les spécialistes médicaux qui étudieront son cas penseront que cette déformation n'était pas anodine, mais qu'elle était aussi le signe d'un dommage prénatal sur le lobe gauche de son cerveau. Malgré tout, les premières années de la vie de Paul se passent tout à fait normalement. C'était un enfant joyeux et plein de vie. Mais très vite, les choses allaient changer. Alors que Paul n'avait qu'1 an, et pour une raison inconnue, son père, Paul Senior, commence à fréquenter les bars de la ville de Richland Hill. Et très vite, au bout de quelques mois, celui-ci devient alcoolique. Un alcoolisme qui finissait par le rendre violent, spécialement envers sa femme, Joséphine. Cette violence, qui devenait de plus en plus incontrôlable, va bientôt déteindre sur Paul et ses 2 grandes sœurs, Jeannette et Linda. En 1960, soit 3 ans après la naissance de Paul, Joséphine, excédée par les violences et l'alcoolisme de son mari, finit par demander le divorce et retourne vivre chez sa mère. Quelques semaines après le divorce, Paul Senior décide de vendre la maison familiale et d'emménager chez sa mère avec ses 3 enfants. Voilà comment, en moins d'1 année, la vie des enfants Reed se retrouve totalement chamboulée. Et bien entendu, ces événements vont avoir un impact certain sur leurs équilibres mentaux. En 1961, Paul et ses 2 sœurs vivaient donc maintenant avec leur père violent chez leur grand-mère. Un père non seulement violent, mais aussi très souvent absent. Au fil du temps qui va passer, et dû aux absences du père, c'est leur grand-mère qui va véritablement les élever et s'occuper d'eux. Une grand-mère âgée et très souvent dépassée par les événements. Mois après mois, et suite à tous ces événements, le comportement de Paul va changer du tout au tout. Lui qui était un enfant heureux et plein de vie, devient très vite turbulent et colérique. L'une de ses sœurs, Linda, le décrira même plus tard comme un enfant devenu méchant et incontrôlable. Pour vous donner un exemple concret, en 1962, alors âgé de 5 ans, Paul s'amusait à forcer et voler les boîtes aux lettres de ses voisins et s'amusait à voler les vêtements de ses voisins étendus sur les cordes à linge. Toujours à l'âge de 5 ans, alors que Paul jouait sur un chantier de construction, une brique lâche et lui tombe sur la tête. Un coup sur la tête qui lui provoquera une sérieuse commotion cérébrale. Ce choc à la tête ne sera que le premier d'une longue série. Après ce choc à la tête, l'état mental de Paul va encore se détériorer et sa violence augmenter.
Il semblait qu'à ce stade, Paul n'avait plus réellement de limites. À l'âge de 6 ans, en 1963, Paul, pris d'une colère soudaine contre le chien de sa grand-mère, qui l'avait légèrement mordu, s'empare d'une batte de baseball et bat le chien à mort. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tard, après une autre crise de colère, Paul enferme sa grand-mère dans sa chambre après avoir mis le feu à son lit. Selon les dires de sa grand-mère, Paul avait un regard noir et elle avait le sentiment qu'il tentait véritablement de la tuer. Heureusement, la grand-mère réussit à s'échapper et à éteindre le feu sans dommage. Je pense que vous voyez vers quoi nous nous dirigeons. En quelques mois, Paul va montrer des signes de cruauté envers les animaux et des signes de pyromanie. Oui, je fais bien entendu mention à la triade McDonald. La triade McDonald est une théorie psychiatrique montrant 3 des principales caractéristiques comportementales qui, si elles sont présentes en même temps, peuvent être les prémices de comportements violents et meurtriers dans le futur. Ces 3 signes sont la cruauté animale, la pyromanie et l'énurésie. L'énurésie étant le fait d'uriner durant son sommeil. Dans le cas de Paul, il montrait déjà à l'âge de 6 ans 2 de ces caractéristiques, la cruauté animale et la pyromanie. L'énurésie n'était pas citée dans les archives de cette affaire, mais cela ne veut pas dire que Paul ne présentait pas cette caractéristique. Quoi qu'il en soit, le temps va passer et Paul va s'enfoncer de plus en plus dans la violence. En 1964, alors âgé de 7 ans, Paul intègre une école élémentaire dans la ville de Richland Hills pour débuter son parcours scolaire. Dès ses débuts à l'école, il ne montre que très peu d'intérêt pour les études, et ses résultats médiocres en seront la preuve. Ses camarades et les professeurs se souviendront de lui comme d'un élève médiocre, très isolé et très colérique. Ses difficultés à l'école mèneront ses professeurs à conseiller à son père, Paul Senior, de consulter un psychiatre pour révéler tout possible problème sous-jacent. Son père accepte et Paul consulte donc un psychiatre. Après cette analyse, le psychiatre conclura que Paul présentait des troubles antisociaux et que cela pouvait être dû à un fonctionnement altéré des connexions neuronales dans son cerveau. Même si cela pouvait expliquer son comportement et son jugement altéré, aucun traitement ne sera prescrit à Paul après ce diagnostic. Un an plus tard, en 1965, alors âgé de 8 ans, Paul, qui montrait toujours autant d'instabilité émotionnelle, est alors inscrit par son père dans une école catholique, plus stricte, dans la ville de Houston, au Texas. Mais cela ne va rien changer. Paul avait toujours autant de difficultés à s'intégrer et avait toujours des résultats aussi médiocres. En 1971, alors âgé de 14 ans, Paul conduisait un scooter dans la ville de Richland Hill lorsqu'il perd soudainement le contrôle de son véhicule et percute une voiture de plein fouet. Il est éjecté de son scooter et heurte lourdement le sol. Il sera emmené à l'hôpital pour être soigné d'une nouvelle commotion cérébrale. Et oui, nous en sommes déjà à 2. Après quelques jours d'hôpital, Paul ressort sans séquelles apparentes. Mais une semaine après sa sortie, alors qu'il était sur son vélo, Paul est renversé par une voiture. Sa tête heurte violemment le capot de celle-ci et il sera une nouvelle fois conduit à l'hôpital pour une commotion cérébrale. Et de 3. Selon les enquêteurs qui étudieront le cas de Paul Reed plus tard, il est fort probable que ces commotions cérébrales successives aient joué un rôle dans son comportement futur. En 1972, Paul Senior, qui était à bout face au comportement violent de son fils, décide de le placer dans une famille d'accueil. Mais sa mère, Joséphine, ayant eu vent de cette décision, décide de le recueillir elle-même. Mais 3 ans plus tard, en 1975, la mère de Paul, effrayée par le comportement de son fils, finit par le jeter dehors. Joséphine, sa mère, déclara plus tard que Paul était extrêmement violent et qu'il avait essayé à plusieurs reprises de l'agresser physiquement, et elle n'en pouvait plus. En 1975, Paul se retrouve donc à 18 ans dans la rue et rentre progressivement dans la criminalité, en volant des voitures, en falsifiant des chèques et en agressant des gens dans la rue pour les voler. À ce stade, Paul s'enfonçait de plus en plus dans un puits sans fond, le menant progressivement à son destin macabre.
Nous sommes maintenant en février 1980. Paul, alors âgé de 23 ans, et qui vivait maintenant seul après avoir été chassé de la maison de sa mère, fait la rencontre d'une jeune femme du même âge, nommée Jessica. Quelques mois plus tard, Paul et Jessica se marient. Juste avant le mariage, une des sœurs de Paul, Jeannette, qui appréciait énormément Jessica, essaye de la dissuader d'épouser Paul. Elle lui dit qu'il était non seulement déséquilibré et violent, mais qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'abuser d'elle. Malgré ces différentes discussions avec Janet, Jessica décide d'ignorer ses avertissements et épouse quand même Paul. 3 ans plus tard, en 1983, Paul décide de cambrioler un entrepôt, mais il est arrêté en flagrant délit et finit par passer devant le juge. Durant le procès, Paul va essayer de jouer la carte de la folie pour être qualifié inapte à être jugé. Mais le juge en décide autrement. Et Paul est finalement condamné à 20 ans de prison, fin 1983. Dès le début de son incarcération, Jessica décide de demander le divorce. Un divorce qui sera acté durant l'été 1984. Un des codétenus de Paul déclara plus tard que celui-ci était quelqu'un de très bizarre et paranoïaque. Paul avouera à ce même codétenu être convaincu d'être surveillé par une organisation gouvernementale secrète appelée la technologie scientifique. Il lui dira aussi que cette organisation secrète essaye sans cesse de vouloir contrôler son esprit. Il en arrive même à écrire une lettre au gouverneur du Texas et au journal le Washington Post pour leur parler de cette organisation secrète. En 1990, après seulement 7 ans de prison sur les 20 années de sa condamnation, Paul est finalement libéré et reprend sa vie. 2 semaines après sa sortie de prison, alors que Paul roulait dans sa voiture, il est victime d'un violent accident de voiture. Cet accident le laissera inconscient et avec une nouvelle commotion cérébrale. Nous en sommes maintenant à 4. Après s'être remis physiquement de cet accident, les proches de Paul commencent à décrire que son comportement devenait de plus en plus absurde et erratique. En 1994, Paul fait la connaissance d'une jeune femme que nous appellerons Elisabeth. Celle-ci déclara plus tard que vivre avec Paul à cette époque était véritablement comme marcher sur des œufs. Elle ne savait pas à quel moment celui-ci pouvait déraper et perdre le contrôle. Elle racontera qu'un soir, après une petite dispute, Paul va totalement perdre le contrôle. Il va attraper le chat d'Elisabeth et le jeter au travers de la pièce. Il va ensuite jeter Elisabeth sur le lit, prendre un oreiller, le poser sur son visage et tenter de l'étouffer. Mais Paul s'arrêtera à temps avant qu'elle ne perde conscience. Cet événement mettra définitivement fin à leur relation. Par ailleurs, Linda, sa sœur, racontera aussi plus tard qu'à la même période, Paul avait menacé à plusieurs reprises de la tuer. Elle ajoutera avoir terriblement peur de lui. Plus tard, le 12 mai 1996, Paul Senior, le père de Paul, décède après une longue maladie. Paul décide de participer aux funérailles. Le jour de l'enterrement, Paul se présente à la famille vêtu d'une chemise verte avec un short et des chaussures de sport. Il portait aussi une couronne Burger King sur la tête et demande qu'on l'appelle dorénavant King Paul ou le roi Paul en français. En ce milieu des années 90, Paul Dennis Reed avait clairement perdu pied mentalement. Il était colérique et totalement excentrique. Cette excentricité va le mener en 1996 à décider de tout quitter et de prendre la route vers la ville de Nashville, dans l'État du Tennessee, pour débuter une carrière de musicien de country. Nous sommes maintenant en 1996. Paul, qui était maintenant totalement guidé par sa violence et son excentricité, avait décidé d'aller s'installer à Nashville, dans le Tennessee, pour devenir musicien de country. Mais à Nashville, la concurrence est rude. Et très vite, après avoir passé quelques auditions, Paul se rend compte que cette trajectoire va être plus longue et plus compliquée que ce qu'il avait imaginé. Quelques semaines après son arrivée à Nashville, il n'avait plus le choix. Pour pouvoir subvenir à ses besoins vitaux, il devait travailler. Après quelques jours de recherche de travail dans les journaux locaux, Paul tombe sur une offre d'emploi d'un restaurant de Nashville nommé le Shawnee's.
une sorte de diner américain à l'ancienne. Il se rend sur les lieux et passe un entretien rapide avant d'être embauché sur le champ par le manager nommé Mitchell Roberts. En cette fin d'année 1996, Paul semblait avoir enfin trouvé un équilibre dans sa vie. Pour la première fois, il travaillait de manière légale et il semblait s'intégrer parfaitement avec ses collègues. Mais comme vous vous en doutez, cette situation ne va pas durer bien longtemps. En janvier 1997, Paul commence à ruminer. Son travail dans le restaurant Shawnee's ne lui suffisait plus. Comment pouvait-il vivre avec les $100 par semaine de salaire que le restaurant lui versait? Au fil des jours, Paul décide qu'il était maintenant temps de passer à l'action. Un soir, alors qu'il était dans le restaurant avec des collègues, Paul commence à discuter avec eux de la possibilité de braquer ensemble des fast-foods durant la nuit. Il précise que les fast-foods étaient des cibles faciles et qu'ils pouvaient se faire énormément d'argent et très vite. Ses collègues, surpris par cet aveu, prennent les paroles de Paul de manière très légère. Ils rient et congratulent Paul pour cette blague. Paul rentre dans leur jeu et avoue effectivement que c'était une blague. Mais au fond de lui, il savait à cet instant qu'il devra agir seul. Le lendemain, Paul entre chez un prêteur sur gage de Nashville et achète 3 pistolets et un couteau de chasse avant d'aller commencer son service dans le restaurant Shawnee's. Quelques jours plus tard, le 15 février 1997, alors qu'il travaillait dans le restaurant, une altercation éclate entre lui et un de ses collègues. La raison de cette altercation est inconnue, mais quoi qu'il en soit, lors de cet événement, Paul va jeter de toutes ses forces une assiette sur son collègue, le blessant à la tête. Après cette altercation, le même soir, Paul est convoqué par son manager, Mitchell Roberts. Mitchell l'informe alors que suite à cette bagarre, il était licencié sur le champ. Paul, totalement enragé, rassemble ses affaires et quitte les lieux. En entrant chez lui, Paul passe devant un fast-food nommé le Captain D's. Il repère alors une affichette sur la porte disant qu'ils embauchaient. Il s'arrête et frappe à la porte. Un des employés lui ouvre. Paul demande alors si le restaurant embauchait. L'employé du restaurant lui dit alors de manière sèche que le restaurant était sur le point de fermer et lui suggère de revenir le lendemain. Paul, encore plus enragé, accepte et rentre chez lui. Le lendemain, le 16 février 1997, à 8h30 du matin, Paul se présente une nouvelle fois devant le restaurant Captain D's et frappe à la porte. Le manager, Steve Hampton, 25 ans, lui ouvre. Paul s'adresse alors à lui et lui dit être à la recherche d'emploi et qu'il avait vu que ce restaurant embauchait. Steve Hampton lui confirme ce dernier point et le fait entrer dans le restaurant. Sans aucun signe annonciateur, Paul sort alors son arme de sa poche et menace Steve Hampton ainsi qu'une autre employée aussi présente dans le restaurant à cette heure-là, nommée Sarah Jackson, 16 ans. Paul leur demande alors de le suivre dans la chambre froide du restaurant. Steve et Sarah s'exécutent. Arrivés dans la chambre froide, Paul demande alors à Steve et Sarah de s'allonger au sol sur le ventre. Les deux employés en panique s'exécutent immédiatement. Paul s'approche alors d'eux avant de lever son arme et de les tuer froidement d'une balle dans la tête. Après avoir fini, Paul se relève, se dirige vers la caisse du restaurant et vole $7000. Il se dirige ensuite vers le corps de Steve Hampton et vole son portefeuille, qui contenait entre autres $600 en liquide. Paul quitte ensuite les lieux. 1 heure plus tard, un employé du restaurant arrive sur les lieux et découvre les corps des victimes dans la chambre froide. Le 17 février 1997, soit le lendemain du double meurtre, un collecteur de canettes de soda découvre un portefeuille au sol. Ce portefeuille contenait des cartes d'identité des enfants de Steve Hampton, la victime du restaurant Captain D's, ainsi que différentes cartes, dont une carte de vidéoclub appartenant aussi à Steve. Retenez bien cette information, je reviendrai dessus un peu plus tard dans cette histoire. 1 mois plus tard, et à nouveau à court d'argent, Paul se poste sur le parking d'un restaurant McDonald's dans le quartier Hermitage, à Nashville, à environ 6 km du lieu du double meurtre du restaurant Captain D's. Paul attend l'heure de fermeture du restaurant. Lorsque les 3 derniers employés sortent pour jeter les poubelles,
Paul s'approche d'eux, armé de son pistolet. Il les menace et les fait rentrer de force dans le restaurant. Paul demande ensuite à Andrea Brown, 17 ans, à Ronald Santiago, 27 ans, et à Robert Sewell, 23 ans, de le guider vers la chambre froide. Comme lors des premiers meurtres, Paul leur demande alors de se coucher au sol sur le ventre. Il s'approche alors d'eux et les exécute d'une balle dans la tête. Alors qu'il se dirigeait vers la caisse pour la voler, il remarque alors du mouvement dans le restaurant. Il finit par repérer un quatrième employé qui s'était caché derrière les tables. Pris de panique, il lève alors son arme et vise José González, 20 ans. Mais pour une raison inconnue, son arme s'enraye. José remarque cela et décide de tenter sa chance. Il se jette alors sur Paul Reed et tente de le désarmer. Mais dans la bagarre, Paul réussit à empoigner son couteau de chasse et à poignarder José 17 fois au ventre et au bras. Il laisse alors José étendu au sol avant de se diriger vers la caisse, de voler 3000 $ et de quitter les lieux. Ce que Paul ignorait, c'est que José González n'était pas mort. Bien au contraire, celui-ci avait décidé de faire le mort pour essayer de survivre à cette attaque. Une fois que Paul avait quitté les lieux, José González va ramper vers le bureau et appeler la police. La police se rend immédiatement sur les lieux, permettant à José de survivre à ses blessures. La police débute son enquête et découvre des douilles au sol. L'analyse balistique démontre que l'arme qui avait été utilisée dans ce restaurant était la même ayant servi dans les doubles meurtres du restaurant Captain D's. Pour eux, le ou les tueurs étaient les mêmes. José González confirmera plus tard qu'il s'agissait que d'un seul agresseur. Du côté de Paul, celui-ci continue sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. Il n'était à ce stade ni inquiété, ni même soupçonné par la police. Un mois plus tard, le soir du 23 avril 1997, Paul Reed se poste devant un restaurant Baskin-Robbins, dans la ville de Clarksville, dans l'État du Tennessee. Celui-ci attend la fermeture du restaurant avant de se présenter à la porte et de persuader les 2 employés restantes de lui ouvrir. Pour une raison inconnue, les employés acceptent de le faire entrer. Paul entre donc dans le restaurant avant de sortir son arme de sa poche et de menacer Angela Holmes, 21 ans, et Michelle Mace, 16 ans. Après avoir volé la caisse du restaurant, il décide de kidnapper les 2 jeunes femmes. Il les conduira dans un parc isolé à proximité, nommé le Dunbar Cave State Park, avant de les tuer avec son couteau de chasse. Les corps des 2 jeunes femmes seront retrouvés le lendemain, le 24 avril 1997. À partir de la découverte des corps des 2 jeunes femmes, l'information selon laquelle des meurtres survenaient dans des fast-foods de la région de Nashville commençait à circuler dans la population. Une véritable psychose commence à s'installer et les restaurants de la région commencent à voir leur fréquentation diminuer sensiblement. Du côté de la police, on devait agir vite. Après ces derniers meurtres, la police met donc en place un quadrillage autour des fast-foods de la région dans le but de surprendre l'agresseur la prochaine fois qu'il agirait. Quelques semaines après le dernier meurtre, Paul, qui se sentait maintenant invincible, décide de prendre sa revanche sur le restaurant Shawnee's qu'il l'avait licencié quelques mois plus tôt. Il décide alors de tuer le manager qui, selon lui, était responsable de sa situation actuelle. Le 12 juin 1997, il se rend donc chez son ancien manager dans le restaurant Shawnee's, Mitchell Roberts. Il se présente à sa porte et frappe. Mitchell reconnaît tout de suite son ancien employé et refuse de lui ouvrir. Au même instant, Paul remarque une caméra de surveillance pointée sur lui. Cette découverte va totalement changer ses plans. Il salue la caméra et décide finalement de rentrer chez lui. Il se vengera un autre jour. Cet événement si anodin allait devenir l'élément clé de cette affaire et allait mener Paul Reed à sa perte. Après le passage de Paul Reed devant sa porte, Mitchell Roberts, inquiet pour sa sécurité, connaissant la violence de Paul, décide d'appeler la police pour les prévenir qu'il craignait pour sa vie. La police prend note de la plainte et décide de lancer un mandat d'arrêt contre Paul. Le 25 juin 1997, Paul Reed est donc arrêté et emmené au poste de police pour y être interrogé sur le cas Mitchell Roberts. Lors de l'interrogatoire, Paul niera avoir voulu agresser Mitchell.
Il précisera lui avoir rendu visite pour voir s'il ne pouvait pas le réembaucher dans le restaurant Shawnee's. Mais bien entendu, pour la police, cette explication n'était vraiment pas convaincante. Par acquis de conscience, la police prélève les empreintes digitales de Paul et les compare à ses dossiers, dans le cas où il serait lié à quoi que ce soit d'autre. En rentrant les empreintes dans l'ordinateur, rien ne les préparait à la découverte qu'ils allaient faire. Au bout de quelques minutes, la machine rend son rapport et lie l'empreinte de Paul à une autre affaire. Vous vous souvenez du collecteur de canettes qui avait retrouvé le portefeuille de Steve Hampton, une des 2 premières victimes de Paul dans le restaurant Captain D's? Eh bien, sur la carte du vidéoclub de Steve, la police avait retrouvé une empreinte digitale. Et cette empreinte digitale correspondait à 100% à celle de Paul Reed. Paul se retrouvait maintenant directement lié aux 2 premières victimes des fast-foods. Se pourrait-il que la police ait mis la main sur ce tueur en série accidentellement? Après cette découverte, la police va immédiatement prendre une photo de Paul Reed et la montrer à José González, le survivant de l'attaque du McDonald's. À la vue de la photo, José confirme sans hésitation que le tueur était bien Paul Reed. Il n'en fallait pas plus. Après cette confirmation, la police va lancer un mandat de perquisition dans l'appartement de Paul. Après quelques jours, les analyses ADN atterrissent sur le bureau des enquêteurs. Des ADN des victimes des restaurants Baskin-Robbins avaient été retrouvés sur des chaussures appartenant à Paul. À ce stade, il ne faisait plus aucun doute. La police venait de mettre la main sur leur homme. Le périple macabre de Paul Reed allait s'arrêter là. Fin juillet 1997, Paul Reed est inculpé de 7 meurtres et envoyé dans la prison d'État du Tennessee en attendant son procès. Cette affaire était complexe puisque les meurtres avaient eu lieu dans 3 comtés différents de Nashville. La justice décide donc de lancer 3 procès différents. Les 2 premiers procès ont lieu en 1999 pour les meurtres des restaurants Captain D's et du restaurant Baskin-Robbins. Le 3e procès débutera en 2000 pour les meurtres du McDonald's. Durant les 3 procès, la ligne de défense de Paul sera de plaider la folie et donc son incapacité à comprendre les jugements. Mais cette ligne de défense sera rejetée en bloc par les juges de chacun des 3 procès. Au terme de chacun des 3 procès, Paul sera donc jugé coupable des meurtres et écopera de la peine de mort. Le juge déclarera que la date de l'exécution sera arrêtée au 29 avril 2003. Suite à différents recours de la défense, l'exécution sera repoussée durant près de 10 ans. Le 1er novembre 2013, Paul Reed est hospitalisé suite à des douleurs thoraciques, et celui-ci décède emportant avec lui ses sombres secrets. Voilà donc la terrifiante histoire de Paul Reed, aussi surnommé The Fast Food Killer. Paul est l'exemple même de la noirceur de l'âme humaine. Un homme totalement dérangé et considérant que la vie des autres n'avait aucune valeur. Le périple macabre de Paul Reed aura détruit des vies et des familles entières. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour suivre mon actualité. Concernant notre histoire du jour, je suis curieux d'avoir ton avis dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.